Pour commencer, nous allons parler du perfectionnisme, qui est bien évidemment au cœur de l'anxiété liée au perfectionnisme. Être perfectionniste, c'est avant tout poursuivre un idéal irréaliste d'absence totale de défauts. C'est croire qu'il faudrait atteindre nos objectifs sans effort, sans jamais commettre la moindre erreur, sans jamais échouer, ni même déplaire. C'est par exemple vouloir réussir un examen du premier coup avec la note maximale. C'est vouloir ne jamais décevoir ses collègues, c'est aussi juger inacceptable tout ce qui est en dessous de ses standards, et ressentir de la détresse quand, inévitablement, ces attentes ne seront pas atteintes, que ce soit par nous-mêmes ou par les autres. La croyance centrale du perfectionnisme, c'est que ce sont nos réussites ou notre absence de défauts qui déterminent notre valeur. Mais pourquoi est-ce que c'est si problématique ? Parce que, comme on l'a dit, ces standards sont irréalistes, c'est-à-dire tout simplement impossibles à atteindre. Et plus on essaye, plus on finit par se sentir insatisfait, frustré, voire inadéquat. C'est pourquoi le perfectionnisme est souvent lié à l'anxiété et à la dépression. Dans la pratique, le perfectionnisme se traduit souvent par un besoin constant de prouver sa valeur, par la peur de l'échec ou encore par la conviction que notre estime de nous-mêmes dépend exclusivement de nos réussites. Le perfectionnisme peut être difficile à cerner parce qu'il se manifeste de façon différente d'une personne à l'autre. Les chercheurs Hewitt et Flett distinguent 3 manières dont le perfectionnisme peut se manifester. Tout d'abord, le perfectionnisme auto-orienté, où l'on se fixe à soi-même des standards inatteignables. Ensuite, le perfectionnisme orienté vers les autres, où l'on exige des autres qu'ils soient parfaits. Enfin, le perfectionnisme socialement prescrit, où l'on pense que les autres attendent de nous la perfection. Être perfectionniste, c'est souvent combiner ces 3 manières de l'être à des degrés divers. Certaines personnes vont, par exemple, être beaucoup plus perfectionnistes envers elles-mêmes, donc des perfectionnistes auto-orientés, qu'envers les autres. La marque de fabrique du perfectionnisme, c'est-à-dire ce qui le rend reconnaissable, c'est souvent la combinaison de 2 choses. D'une part, des standards inatteignables, et de l'autre, un haut niveau de critique. Il est très important de ne pas confondre le perfectionnisme avec son pendant positif, qui est la recherche de l'excellence. En effet, l'excellence permet d'apprendre de ses erreurs et d'évoluer. La recherche de l'excellence consiste à vouloir devenir meilleur. Le perfectionnisme, quant à lui, ne tolère absolument aucune imperfection. Son but n'est donc pas fondamentalement de devenir meilleur, mais seulement d'éviter toute forme de défaut ou d'imperfection. Et ça nous pousse à ruminer à chaque faute, à ignorer nos forces et à croire qu'on n'est jamais assez. Enfin, il est important de comprendre que le perfectionnisme ne touche pas seulement le travail. Il peut s'infiltrer dans tous les aspects de la vie, que ce soit la parentalité, l'apparence physique, le sport, les relations, l'organisation du quotidien, ou même simplement le fait de vouloir donner une image parfaite sur les réseaux sociaux. Pour rendre le perfectionnisme un peu plus concret, je vous propose de passer en revue la manière dont il s'illustre à travers quelques exemples. Tout d'abord, dans le domaine professionnel ou académique. Le perfectionnisme peut vous pousser à travailler sans relâche et à tout faire pour avoir la meilleure carrière, les meilleures notes, être le meilleur étudiant, employé, manager ou dirigeant, etc. Ensuite, dans le domaine de la parentalité, vous vous attendez peut-être à être des parents parfaits et vous exigez la perfection de vos enfants. Aussi, dans ce qui concerne tout ce qui touche à l'apparence physique, vous pourriez être très critique et préoccupé par votre apparence ou par le jugement des autres. Et enfin, dans la volonté générale d'avoir une vie parfaite. Vous pourriez avoir besoin que votre vie et votre famille et vous-même paraissiez parfaits et éclatants de l'extérieur, afin que tout le monde voit à quel point tout est merveilleux. Cette liste d'exemples est loin d'être exhaustive, mais j'espère qu'elle vous aide à vous rendre compte que le perfectionnisme peut véritablement s'infiltrer partout et qu'on peut le retrouver dans de nombreux domaines de la vie. Son apparition dépend principalement de 3 grands facteurs: notre enfance, notre environnement et enfin notre personnalité. Parlons tout d'abord de l'enfance. Très souvent, les perfectionnistes ont grandi dans des environnements où l'amour ou la reconnaissance sont conditionnés à la réussite. Peut-être par exemple que vos parents valorisaient uniquement vos résultats, vos notes, vos performances sportives ou artistiques. Parfois, ce sont les parents eux-mêmes qui sont perfectionnistes et qui montrent l'exemple. Parlons à présent de l'environnement social au sens plus large, notamment la société et les médias. La société et les médias viennent renforcer l'idée qu'il faut être
parfait, performant, mince, souriant et capable de tout réussir. Aujourd'hui en particulier, les messages perfectionnistes sont véritablement partout, sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les pubs ou les magazines. On valorise le fait d'avoir une vie bien remplie, une maison parfaite, une carrière brillante, un corps idéal et des enfants épanouis. Et tout ça sans montrer la moindre faille. Une étude de 2003 par Loes et Tigman suggère que plus de 50% des filles et un tiers des garçons entre 6 et 8 ans trouvent que leur corps idéal serait plus mince que leur corps actuel, montrant que les standards irréalistes commencent très tôt dans la vie. Parlons enfin de personnalité. Les recherches récentes de Smith et collègues 2019 montrent que certaines dimensions de la personnalité, comme le neuroticisme, c'est-à-dire la tendance à avoir des émotions négatives, et la conscienciosité, le fait d'être sérieux et appliqué, sont fortement associées au perfectionnisme. L'étude de Smith et collègues a montré que le perfectionnisme peut en fait être adaptatif ou maladaptatif. Commençons par le versant positif du perfectionnisme. Le perfectionnisme adaptatif, c'est celui que nous avons appelé précédemment la recherche de l'excellence, et qui est, comme son nom l'indique, lié à la recherche de l'excellence et du dépassement de soi. Dans ce scénario, une personne peut se fixer des objectifs ambitieux, faire preuve de rigueur et de discipline, et ressentir une vraie satisfaction quand elle s'améliore. Ce type de perfectionnisme peut être un moteur de réussite qui est associé à plus de persévérance et de performance. Mais il existe aussi l'autre versant, celui du perfectionnisme maladaptatif. Ici, les standards élevés ne sont plus vécus comme des sources de motivation, mais plutôt comme des menaces. On se sent piégé par une peur constante de l'échec, par l'autocritique, et surtout par l'impression de ne jamais être assez bien. Les réussites ne sont jamais savourées, elles deviennent toujours insuffisantes. Cette insatisfaction permanente peut conduire à l'anxiété, à la dépression et même au burn-out. En résumé, le perfectionnisme peut donc être vu comme une arme à double tranchant. D'un côté, il stimule l'accomplissement et peut encourager l'excellence. Mais de l'autre, quand il se transforme en exigence rigide et anxiogène, il devient destructeur pour la confiance en soi et le bien-être.